Merci de votre accueil, merci aussi de votre invitation et je suis heureux d'être là et d'autant plus que je ne suis pas philosophe mais que nous, historiens, et on l'a vu magistralement il y a un instant, nous avons toujours à cœur d'avoir une sorte de dialogue avec les autres sciences humaines et sociales et donc je ne me sens pas en terre étrangère ni en terre inconnue en étant présent ici aujourd'hui, mais j'en ai quand même toute une série de scrupules et je précise donc que sur ce thème de la nostalgie, je l'aborde en quelque sorte ce thème en historien et en historien du temps présent. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je fais cette précision, historien du temps présent. Mais auparavant, si vous le voulez bien, essayons de définir le cadre chronologique qui sera le mien. Je vais partir des années 60. D'abord, je serai très bref, bien évidemment, parce qu'en 20 à 25 minutes, il est difficile d'évoquer toute une série de points, puisqu'il s'agit, en partant des années 60, d'une soixantaine d'années jusqu'à nos jours. Et donc, ce sont simplement un certain nombre de réflexions et d'analyses que je soumets à la réflexion et au débat tout à l'heure. Mais pourquoi ce choix des années 60 ? Parce que, on va le voir dans un instant, c'est un moment où la nostalgie semble s'évaporer des sensations, des sentiments, des sensibilités, et par la suite, au contraire, elle va réapparaître et sous des formes qu'on pensait être disparues dans ces années 60. J'ai choisi aussi cette période parce que vous allez voir, pour l'historien, c'est très compliqué parce qu'à un moment donné, lui-même risque d'être victime du péché de nostalgie. Autant pour un être humain, naturellement, la nostalgie n'a rien pour mériter le terme péché que je viens d'utiliser, autant pour un historien qui n'est théoriquement d'aucun temps ni d'aucun pays, il risque d'y avoir un péché de nostalgie. Mais restons pour le moment, très brièvement bien sûr, sur ces années 60, si vous le voulez bien. Je le disais en commençant, dans ces années 60, la nostalgie, connaît une sorte d'évaporation. Non pas qu'elle ne soit pas évoquée éventuellement dans quelques chansons, on pourrait trouver comme ça toute une série de vestiges en quelque sorte, mais elle a disparu de l'air du temps. Alors, je pourrais naturellement multiplier les indices, mais je ne le peux pas pour maîtriser le temps et en venir à d'autres périodes que ces années 60, mais disons qu'il m'est arrivé de définir les années 60 dans plusieurs livres et encore dans l'ouvrage que M. Birnbaum évoquait à l'instant, comme la période des 4 P. Alors, des 4 P majuscules, c'est-à-dire la paix, la prospérité, le plein emploi et le progrès. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ces 4 P majuscules et par rapport à ces notions qui les recouvrent, on voit que chaque fois, la nostalgie n'est pas au rendez-vous, ou plus exactement, elle est exclue en quelque sorte du champ. Pour la paix, bien évidemment, puisque 62 c'est essentiel, c'est la fin de la guerre d'Algérie, c'est la fin des guerres coloniales. Après la guerre de Cuba, c'est la fin de ce qu'on appelle à l'époque la guerre froide. Et donc pour l'histoire française, c'est apparemment, même si sur le moment les contemporains ne le savent pas encore, mais 9 décennies d'histoire où la guerre, depuis 1870, était toujours à l'horizon. Et commence une nouvelle période, et notamment pour la génération qui s'ébat à ce moment-là, les baby-boomers, dont j'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure. Mais donc, bien évidemment, tout ce passé de guerre, ces 9 décennies de guerre ou de danger de guerre qui s'achèvent en 62, apparaissent comme un repoussoir. Donc là, j'allais dire, le temps joue contre lui-même, en quelque sorte, dans les perceptions collectives. La prospérité, c'est ici et maintenant, et là encore, ici et maintenant, joue contre une quelconque attirance, attraction, tentation de regarder vers un ailleurs qui serait hier et a fortiori avant-hier. Le plein emploi, j'ai
pas besoin de discuter. Effectivement, on est dans l'action, on est dans aujourd'hui. Ça, c'est difficilement compatible. En tout cas, ça n'a pas de rapport immédiat avec la nostalgie. Et enfin, et je le gardais naturellement pour la fin, le progrès. Le progrès, c'est-à-dire que l'idée que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et à force serait qu'hier, n'est pas simplement une idée, mais devient ou semble devenir, dans les perceptions collectives, une réalité. Et dès lors, bien évidemment, c'est hier qui fait les frais, d'une certaine façon, en termes d'économie du temps, économie affective du temps, qui fait les frais aux yeux des générations empilées, puisqu'une société, à un moment donné, est toujours un empilement de générations qui peuvent avoir des sentiments, des sensibilités différentes, ou au contraire, quelquefois, en partager de communes, mais disons que, de toute façon, la prospérité, là aussi, est aux antipodes de cette nostalgie possible. Et d'ailleurs, il y a un petit indice qui est plutôt amusant, qu'il faut rappeler, c'est que dans le langage des jeunes gens qui ont 15 ans au milieu des années 60, ce qu'on appelle les baby boomers, qui commencent à se multiplier dans les dernières années des années 40 et au seuil des années 50, leurs parents sont traités de croulants. Or, quand on regarde la pyramide des âges, à l'époque, on est parents à 20 ans. Donc ces croulants, ce sont des gens de 35 ans. C'est-à-dire que le terme croulant relègue, en quelque sorte, dans le passé, et pas du tout dans la nostalgie, vous le voyez, le passé, justement. Donc on le voit incontestablement, dans un premier temps, alors qu'on pourrait naturellement ensuite, car l'historien travaille toujours sur de la complexité, mais là j'essaye au contraire de dégager des grandes masses, on pourrait m'opposer un certain nombre d'indices inverses, mais ce qui est intéressant là, c'est la tendance générale. Et la tendance générale, c'est que, bien évidemment, on va voir apparaître ensuite des ferments de nostalgie. Je dis des ferments parce que ce sont des éléments qui eux-mêmes sont à l'œuvre et qui vont travailler la société française. Là aussi, il faudrait multiplier les indices de nature très différente. Là, je prendrais des indices dans le domaine de la littérature, soit de la littérature savante, soit de la littérature tout court. Simplement 3 indices, je vous rassure. Le premier, c'est le succès d'un ouvrage d'un auteur breton, Pierre Jacques-Elias, qui s'appelle Le Cheval d'Orgueil. Et Le Cheval d'Orgueil, qui paraît dans une collection extrêmement sérieuse, enfin, sérieux dans ma bouche, c'est laudatif, mais je veux dire, une collection qui n'est pas habituée au succès de librairie énorme, en quelque sorte, qui s'appelle Terre humaine, aux éditions Plomb, dirigé par Jean Mallory. Cet ouvrage, Le Cheval d'Orgueil, où l'auteur raconte sa Bretagne de la première partie du XXe siècle, est un succès énorme. Avec un écho qui dépasse, bien évidemment, les limites du Finistère. Je veux dire de l'ouest de la France. Deuxième succès, exactement à la même époque, c'est celui d'un livre d'un historien dont d'ailleurs on a appris la mort hier, et que les uns et les autres dans notre corporation nous pleurons, parce que ça a été un très grand historien, c'est Emmanuel Leroy-Ladurie. Et Emmanuel Leroy-Ladurie donc publie, nous sommes au milieu des années 70, Montaillou, village occitan. Et là aussi, ce qui est passionnant, c'est que c'est un ouvrage extrêmement sérieux. Là aussi, je le répète dans ma bouche, c'est un compliment, mais en même temps, souvent, ça n'est pas la qualité première pour un best-seller. Et d'ailleurs, ce qui est normal au demeurant, c'est un livre bardé de notes, et qui va être un succès énorme. Montaillou, village occitan, retenez aussi le sous-titre, car dans un instant, naturellement, je vais m'interroger sur les causes du sous-titre. Troisième exemple de succès, les éditions du Seuil commencent à lancer à l'époque leur série d'histoires. Il y aura l'histoire de la France urbaine, toute une série d'histoires, l'histoire de la France culturelle. Et à l'époque, la première série, c'est l'histoire de la France rurale. Et cette série qui, à l'époque, le Seuil, naturellement, a des tirages grand public, mais aussi des collections universitaires. Et l'histoire de la France rurale se vend en premier lieu une production universitaire, a un écho, mais aussi un succès public très important. Et donc, vous voyez que là, on a toute une série d'indices
qui a une sorte de retour vers le passé. Retour, je veux dire, du regard, le regard du lecteur, mais donc aussi l'esprit qui se tourne vers le passé beaucoup plus que à peine une décennie plus tôt, puisque nous sommes à peine une décennie plus tard. Alors les raisons, elles sont complexes, et comme j'ai déjà mangé une partie de mon temps, je dirais d'abord que ce qui est intéressant, c'est que n'oubliez jamais que l'historien travaille sur le temps, et la nostalgie, bien évidemment, nous invite à réfléchir sur le temps, mais l'historien travaille tout autant sur l'espace. Et d'ailleurs, le mot même nostalgie, vous avez vu d'abord que c'est une nostalgie de l'espace, du foyer qu'on a quitté, avant de devenir une nostalgie du temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que probablement ce qu'on voit à l'époque, c'est la réapparition ou l'apparition, après on peut en discuter, d'une nostalgie d'un espace plus petit que l'espace national. Ce sont les cultures régionales qui vont connaître à cette époque une très forte reviviscence, quelquefois violente d'ailleurs, en 75 justement, et nous sommes toujours au milieu des années 70, ce sont les événements d'Aléria en Corse, c'est le moment aussi où pendant quelques années le nationalisme breton va connaître des à-coups de colère quelquefois assez forts, mais disons que ce qui est intéressant, c'est que ce régionalisme, il va quand même voyager dans le temps, et alors que avant la Seconde Guerre mondiale, souvent il était à droite, voire à l'extrême droite, notamment entretenu et enrichi par l'action française. Là, il s'ancre, sinon s'enracine, à gauche, et donc régionalisme et progressisme, théoriquement, vont de pair à ce moment-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la nostalgie donc, peut se parer des vertus du progrès. Première remarque. Deuxième remarque, le milieu des années 70, c'est pas une date indifférence, c'est, mon collègue le disait il y a un instant, la fin des 30 Glorieuses. Alors je vous rappelle que l'expression les 30 Glorieuses, maintenant, elle est dans le langage courant, mais il faut bien savoir ce que sont les 30 Glorieuses. En 79, 4 ans plus tard, un grand économiste qui s'appelait Jean Fourastier publie un ouvrage qui s'appelle Les 30 Glorieuses, qui va être un succès énorme. Là aussi, c'est intéressant. Les succès de librairie, c'est toujours révélateur quand c'est inattendu. Il y en a qui sont attendus, il y en a qui sont le produit d'un service de presse, mais il y a quelquefois des surprises, y compris pour les services de presse. Et là, les 30 Glorieuses sont un succès énorme. Or, les 30 Glorieuses, c'est une sonnerie de glas. C'est-à-dire que le glas sonne pour une période disparue. C'est une pavane, en quelque sorte, pour une époque disparue, puisque ce qu'explique Fourastier, c'est que la France a connu 30 ans de développement, de croissance soutenue, de mutation sociale accélérée, d'enrichissement indéniable, puisque entre 55 et 69, en 14 ans, le niveau moyen des Français a doublé. Je vous parle donc d'un temps, si j'ose dire, dans une séance consacrée à la nostalgie, où le niveau de vie français, des moyens des Français double en 14 ans. Et donc, incontestablement, d'un seul coup, la cassure. Alors après, il y a un débat maintenant entre les historiens sur est-ce que l'expression est fondée ou pas, parce que d'autres historiens plus jeunes considèrent que c'est le moment de forte tension sociale, c'est le moment, comme le disait mon collègue, de la fin des guerres coloniales avec leur violence afférente, c'est le moment où, le développement économique se paye de ce qui apparaît avec le recul comme un 5e P, c'est-à-dire peut-être déjà le début du pillage d'un certain nombre de ressources de la planète, mais toujours est-il que c'est la fin des 30 Glorieuses. Essayez d'imaginer une société tout entière emportée par des croissances de 6% l'an. Là aussi, je vous parle d'un temps où la croissance annuelle française est de 6% et qui se retrouve au début à 0%. Puis qui, vous le savez, au fil des décennies, on se félicitera, comme c'est le cas actuellement, quand c'est 1,2, 1,3%. Et donc, incontestablement, vous le voyez, il y a ces années 70 qui sont au cœur de quelque chose, d'autant que, troisième élément, elles sont aussi, ces années 70, au cœur d'une métamorphose beaucoup plus importante. C'est-à-dire que ce qui s'est enclenché dans les années 60 continue sur son aire.
la mutation française, la métamorphose de la France, en dépit de la survenue de la crise. J'allais dire, pendant la crise, la mue continue, en quelque sorte. Et donc, cette France, elle change, et donc, naturellement, cette métamorphose va générer, c'est classique, un certain nombre d'interrogations, de perplexités, d'inquiétudes et d'angoisse, avec donc une gradation à la fois dans l'espace politique, mais aussi dans le temps. Alors, comme naturellement, je me dois de respecter la chronologie, je vais résumer la suite de mon propos en disant que, bien évidemment, le résultat de tout ça, c'est que la nostalgie, dans son sens là, vous avez compris, je l'emploie dans le sens le plus commun du terme, hein, la nostalgie va s'insinuer alors qu'elle semblait s'être évaporée. Hein. Alors je reviens pas sur les accès de régionalisme, par exemple, qui sont d'une certaine façon dans la forme qu'elles prennent ou qu'ils prennent, ces régionalismes, des formes de nostalgie. Mais je songe à l'affiche qui était d'ailleurs tout à l'heure en illustration de l'exposé précédent de François Mitterrand en 1981. Hein, je vous rappelle, le thème principal de la campagne, c'est la force tranquille. On la voyait d'ailleurs sur l'affiche tout à l'heure. Hein, et il y a, les plus anciens ici se le rappellent, hein, il y a le petit village avec le clocher et la campagne. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, tout ça fait par Monsieur Séguéla, qui est à l'époque un des communicants et des publicitaires les plus en vue à l'époque, sinon le plus en vue. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a naturellement l'idée de ne pas inquiéter, mais pour ne pas inquiéter, on travaille aussi sur la notion de temps. C'est-à-dire que le message, c'est il n'y aura pas d'accélération du temps, ne vous inquiétez pas. Le temps sera contrôlé. Hein. Donc, souvent on dit là, c'est une affiche sur la nostalgie. Moi, je pense que c'est une affiche qui dit attention, panneau indicateur, on n'accélère pas le temps. Il y a le respect du temps. Hein, ce qui n'est pas donc stricto sensu une nostalgie, mais ce qui est quand même un indice, en quelque sorte, que cette nostalgie, de toute façon, n'est pas considérée à l'époque comme un sentiment, une inclination venant de la droite ou de l'extrême droite du paysage politique. Alors, par la suite, et j'accélère encore, il y aurait eu un troisième temps dans ma réflexion qui aurait été de dire que la métamorphose que je viens d'évoquer et qui s'amorce dans les années 60 va encore s'accélérer à la suite de deux mécanismes qui sont bien connus, hein, je les rappelle quand même pour mémoire, hein, la globalisation, parce que là aussi, j'ai parlé jusque-là d'un moment où la globalisation, en tout cas socio-économique... 10 minutes, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. La globalisation socio-économique commence à peine à porter ses effets, même si la globalisation culturelle, on la voit dès les années 60. Et naturellement, l'autre aspect, c'est Internet. Pour les historiens que nous sommes, les uns et les autres à cette table, c'est quelque chose de considérable, pas simplement de façon intrinsèque dans nos vies quotidiennes respectives, mais parce que n'oubliez jamais que les grandes mutations culturelles se font à la suite de la mutation des vecteurs culturels. Hein. Et naturellement, l'exemple le plus célèbre, c'est l'imprimerie. Hein. Le vecteur change. Et vous avez donc, à la suite, si j'ose dire, 16e, 17e, 18e, excusez du peu, hein, avec tout ce qui viendra, à la fois sur le plan religieux, sur le plan de la percée des Lumières, enfin, toute une série de tendances historiques s'en trouveront modifiées. Naturellement, l'étape suivante, ça aura été l'image et le son à tous les étages. Vous savez, au moment où Paris connaît une vague d'urbanisme à la fin du 19e siècle, souvent la publicité, c'était l'eau et le gaz à tous les étages. Hein. Et ben, l'étape suivante, si j'ose dire, c'est l'image et le son à tous les étages. Là aussi, pour nous, c'est banal. J'ai même une image en face de moi, là, qui en direct m'envoie une image qui m'intéresse pas beaucoup puisque c'est la mienne. Mais je veux dire par là que nous vivons entourés d'images instantanées. Mais c'est quelque chose d'extrêmement récent à l'échelle de l'histoire. Hein, ça commence justement dans les années 60. Même l'assassinat du président Kennedy, contrairement à ce que quelquefois on dit ces derniers jours, hein, puisque nous sommes dans une phase d'anniversaire, entre guillemets, n'a pas été vu en direct.
Elle a été vue dans les journaux télévisés de la soirée en France, c'est-à-dire très peu de temps après, puisqu'avec le décalage horaire, nous sommes déjà l'après-midi et en fin d'après-midi, mais en même temps, c'est un moment essentiel et je puis témoigner pour, si j'ose dire, en avoir entendu parler au lycée à Chaux, ce jour-là, que de fait, tout le monde se souvient, et pas simplement aux États-Unis, de ce qu'il faisait, tout le monde, quand il, naturellement, était en âge d'avoir une perception du monde environnant, de ce qu'il faisait au moment où il apprend la mort du président Kennedy, l'assassinat du président Kennedy, plus exactement, puisqu'il ne meurt pas dans les minutes qui suivent. Et là, nous voyons que dès ce moment-là, le monde devient un vaste parvis. Mais ça n'est pas mon sujet aujourd'hui, donc je reviens à mon propos. Il y a une troisième métamorphose. Alors, qui est mue, en quelque sorte, par la globalisation et par Internet. Alors, le problème, par rapport à tout ça, c'est quand même l'historien. Or, comme cet après-midi, il est question de l'histoire d'un sentiment, qui est-ce qui fait l'histoire, même au pluriel, puisqu'à juste titre, le titre de notre rencontre de cet après-midi est au pluriel, qu'est-ce qui fait les histoires d'un sentiment, d'une sensibilité? Ce sont les historiens. Or là, c'est compliqué pour l'historien. Je vous explique pourquoi. Tout à l'heure, en commençant, j'ai parlé d'histoire du temps présent. Il se trouve qu'en France, dans les années 70, va avoir lieu une sorte de révolution intellectuelle dans le milieu des historiens. Jusque-là, on considérait qu'une histoire n'était possible que quand c'était une histoire morte, c'est-à-dire une histoire avec laquelle l'historien ne pouvait avoir aucun lien direct, lien chronologique, j'entends. Et donc, si vous voulez, l'historien travaillait non pas sur du vif, mais sur de l'aboli, en quelque sorte, du disparu, fût-ce de façon assez proche, mais la révolution qui a eu lieu, c'est que les historiens, un certain nombre de mes aînés, ont considéré que, et l'ont naturellement justifié intellectuellement, épistémologiquement, et surtout en travaillant, que l'historien était habilité à travailler sur l'histoire du temps présent. Alors l'histoire du temps présent, c'est pas aujourd'hui. C'est plutôt le politiste ou le sociologue qui feront l'histoire de notre réunion de cet après-midi. C'est même pas juste hier, mais c'est avant-hier. C'est-à-dire que l'historien peut se placer au balcon d'une histoire proche. On va dire que l'historien est habilité à travailler sur le début du XXIe siècle. Alors, naturellement, en tant que citoyen, il peut même s'exprimer sur plus proche. Je vous parle de la démarche scientifique. Et ça a une conséquence qui est redoutable. Parce que c'est Fénelon, notamment, qu'on reprend souvent, qui avait dit, et je le citais tout à l'heure, l'historien n'est d'aucun temps ni d'aucun pays. C'est-à-dire que l'historien, c'est un monsieur ou une dame, théoriquement, sur le temps n'a aucun effet, même si lui réfléchit sur les effets du temps. Et là, d'un seul coup, il investit un champ qu'il va accompagner. Souvent, je compare en quelque sorte l'historien du temps présent à un paysan hollandais. C'est-à-dire que de même que le paysan hollandais gagne sur la terre, gagne sur la mer, pardonnez-moi, par assèchement, bon, la technique est bien connue, même si elle est moins pratiquée de nos jours, l'historien du temps présent, il gagne sur les décennies au fur et à mesure qu'elles s'écoulent. Il s'installe sur ces décennies. Mais vous voyez tout de suite le problème, c'est au bout d'un moment, est-ce qu'il ne risque pas d'être lui-même, j'allais dire, non seulement l'historien de la période qu'il a vécue, mais d'une certaine façon, victime de la nostalgie pour certaines époques et pas pour d'autres. Je vais prendre un exemple concret, les années 60. Beaucoup d'historiens, ils sont, par la force des choses, ils ont 60 ans et plus. Donc ils appartiennent à la génération des baby-boomers. Et pour eux, à tort ou à raison, la période des années 60, ça a été, sinon une parenthèse enchantée, effectivement une période dont ils gardent plutôt un bon souvenir. Et donc la question qu'on peut légitimement leur poser, c'est est-ce qu'ils n'ont pas tendance à projeter, en quelque sorte, sur leur travail, sur leurs réflexions, sur leurs analyses, est-ce qu'ils n'ont pas tendance à projeter de la nostalgie, avec comme résultat des courses, si vous me permettez l'expression, un embellissement
de ce qu'ils décrivent. Auquel cas, des historiens plus jeunes, parce que c'est ça qui est intéressant. Je rappelais tout à l'heure qu'une société est constituée à tout moment d'un empilement de générations. Ben, c'est la même chose pour une corporation d'historiens. Un monde d'historiens, c'est constitué en permanence d'au moins 3 générations. Et donc, par exemple, sur 68, il y a des gens qui avaient, des historiens qui avaient déjà 20 ans en 68 et qui n'en ont, si j'ose dire, que 75 maintenant. Il y a des gens qui sont nés à ce moment-là, qui ont déjà la cinquantaine, et il y a des gens qui ont la trentaine. Tous ont le même objet. Et naturellement, grâce à l'histoire du temps présent, tous sont habilités à travailler sur cet objet, mais probablement, on peut partir de cette hypothèse, ils n'ont pas le même rapport affectif, avec ce point. Alors, naturellement, vous me direz, tout ça, c'est la responsabilité de l'historien, et vous aurez raison. Et vous ferez appel à ce qui est théoriquement le cœur de notre métier, aux uns et aux autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'objectivité. Alors, l'objectivité absolue, elle n'existe pas. Mais en revanche, la société est en droit d'attendre de nous une subjectivité maîtrisée, c'est-à-dire que nous savons ce que sont nos inclinations, nous savons ce que sont nos tendances générationnelles, nous savons éventuellement ce que sont nos tendances à la nostalgie, si ça existe, et notre rôle, c'est de les, en ayant conscience, c'est dans l'exercice de notre métier, c'est de les maîtriser, de ne pas les faire apparaître. Alors, j'en ai terminé, merci pour le mot, et en toile de fond de tout ça, je dirais que la difficulté de tout ça, et dans tout ça, la difficulté, si j'ose dire, de la nostalgie, c'est que la métamorphose, non seulement s'est poursuivie, mais elle s'est accélérée. Et que donc, ce que certains d'entre nous, sans nostalgie, mais simplement en constat anthropologique, appellent le monde d'avant, parce que de fait qu'il y a eu un basculement anthropologique, est en même temps, en raison de sa proximité chronologique, ce qu'on pourrait appeler le monde d'hier. Et vous voyez la difficulté, nous sommes, et pas simplement les historiens ici, mais tous, nous sommes sur une sorte de ligne de crête où nous voyons très proche un monde qui n'est déjà plus le mien et pour lequel nous éprouvons des sentiments qui peuvent véritablement varier d'une personne à l'autre. Alors bien évidemment, mais ça, je n'en parle pas, j'ai terminé, il faudrait aussi analyser les conséquences politiques de la nostalgie, qui devient aussi un moteur, en quelque sorte, d'émotion, et donc qui, d'une certaine façon, trouve un certain nombre d'expressions en politique. Je vous remercie, pardon d'avoir été aussi long.